après-midi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, j'ai intitulé mon intervention « L'accusation de fake news ». Donc, je vais beaucoup insister sur cette notion d'accusation. L'accusation de fake news. Donc, je vous accuse de fabriquer des fake news. En fait. Donc, c'est ça qui va être le fil conducteur, si vous voulez, de mon... Donc médias sociaux et effets politiques. Donc, j'ai repris un peu parce qu'en fait, vous avez le texte, grosso modo, de mon intervention. Donc, j'ai repris un petit peu les divisions du texte, mais je vais voir ce que je veux dire. Je suis curieux de voir ce que je veux dire, finalement, par rapport à ce plan. Donc, l'introduction, l'accusation de fake news, une stratégie de discrédit politique arbitraire, ou je me demandais si je devais écrire une stratégie arbitraire de discrédit politique ou une stratégie de discrédit politique arbitraire, en fait. Donc, vous voyez un peu la spécificité contemporaine du phénomène, donc un lien fort avec les médias sociaux, et finalement, comment lutter contre la dissémination des fake news. Alors, avant d'aborder les points de mon introduction, je dirais que je ne suis pas quelqu'un qui a fait des recherches sur les fake news, qu'on soit clair là-dedans. Donc, je serais plus, pour reprendre la distinction, je suis plus un chroniqueur parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est Florian Sauvageau qui, à l'automne, m'a proposé d'être discutant, en fait, d'une présentation d'un scientifique qui a fait un travail de recherche sur les fake news à partir de grands ensembles, de très grands corpus, comme on dit, de big data, donc des très grands corpus de fake news, et a fait un travail là-dessus. Et puis, donc, il s'appelait Tommaso, je l'ai cité dans le texte, de toute façon. Hein? Venturini, voilà. Tommaso Venturini, un Italien qui travaille à Paris et à Londres. Et donc, alors, j'ai joué le jeu d'être le discutant, et puis finalement, Florian m'a dit, peut-être tu pourrais écrire un chapitre dans un livre qu'on prépare. Alors, c'est comme ça que j'ai finalement fait le texte. Donc, c'est un texte beaucoup plus du type de l'essayiste, donc j'ai résumé, j'ai lu beaucoup et j'ai résumé les idées que j'avais ramassées à droite et à gauche de mes lectures, et puis j'ai essayé de donner une structure un peu plus personnelle. Et c'est comme ça que je me suis dit, dans le fond, peut-être ce qui est peut-être le plus original dans ma présentation, c'est peut-être d'insister sur l'accusation de fake news. Alors, élément de contexte, donc, alors on en a parlé, crise dans l'information, premier point, crise dans l'information journalistique. On l'a relevé aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici même qui pourraient étoffer cette question-là. Donc, on a parlé de la crise de confiance, thématique de la confiance, qui a traversé un peu tout le colloque et sur lequel Louis Kelly va conclure tout à l'heure. Et donc, on est vraiment dans une situation où les journalistes, finalement, voient bien que leur travail est fragilisé, finalement, par l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux producteurs d'informations. Et il y a toutes sortes de figures des nouveaux producteurs, mais ça va jusqu'au journalisme dit citoyen, où dans le fond, tout le monde, finalement, peut ajouter sa pierre à l'édifice. Et puis, il y a tout le phénomène des médias sociaux, effectivement. Donc, là, je parle ici d'une emprise des médias sociaux. Donc, on est dans un contexte de mutation. Deuxième élément, l'élection de Trump. Alors, j'avoue que je ne me suis pas tellement intéressé, je dirais, à la politique américaine pendant ma vie. Mais là, depuis la campagne électorale de Trump et depuis
l'élection de Trump, je me suis abonné à MSNBC, à CNN. J'avais toujours refusé de m'abonner à CNN et je suis rendu adepte, en fait, de ces canaux de chaînes continues de Trump bashing. Donc, alors, le matin, je me lève, je dis, OK, je vais me faire un petit 2 heures de Trump bashing. Et j'ouvre, c'est toujours ça. Enfin, bref, si vous voulez, Trump, c'est lui qui a lancé la mode fake news, là, parce qu'en fait, bon, on a beau dire qu'effectivement, je ne sais pas, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il y avait des fausses nouvelles, bon, etc., mais le phénomène, soi-disant fake news, là, c'est vraiment Trump qui a mis ça sur la scène, et c'est un petit peu, je dirais, un élément que je veux vous communiquer cet après-midi, c'est que c'est quelque chose d'assez dangereux et ça devient même, au début j'en riais, mais je vous avoue que depuis quelques semaines, là, je commence à avoir un autre sorte de goût dans la bouche. C'est assez troublant. C'est assez troublant ce qui se passe actuellement et surtout quand on fait un parallèle avec d'autres États ou d'autres gouvernements où finalement c'est souvent la liquidation des médias ou en tout cas la liquidation des médias qui est le prélude finalement à l'implantation d'un système vraiment autoritaire. Et j'avoue que bien évidemment, on n'est pas encore dans l'univers de Poutine, où là, lui, c'est carrément, il liquide physiquement les gens qui ne vont pas dans le sens qu'il veut. Mais Trump, on n'en est pas là, heureusement. Mais j'avoue que j'ai vraiment un goût amer. Un autre élément d'introduction, je vais appeler ça une nouvelle dynamique de mise en visibilité dans l'espace médiatique. Donc, c'est cette idée, je n'ai pas voulu reprendre l'expression post-vérité, parce que peut-être qu'elle pose trop de questions, mais cette idée que l'établissement d'une vérité fondée sur une description objective de faits, ben c'est plus suffisant maintenant. Ce n'est plus suffisant pour faire en sorte que des enjeux sociaux et politiques dans l'arène publique soient reconnus comme légitimes, ou soient mis en visibilité. Donc, effectivement, on est dans une situation où on dirait qu'il y a une espèce d'enchevêtrement entre les fake news et puis les faits objectifs, et tout ça se mêle, et c'est assez... Enfin, moi, je suis très troublé. Je suis très, très troublé par tout ça. Donc, cette idée d'accusation de fake news qui est, je dirais, qui est caractéristique de la manière de communiquer de Trump, en fait. Donc à peu près tous les médias mainstream, sauf ceux qui lui sont favorables, et les journaux, etc., les chaînes câblées, tout ça, c'est discrédité systématiquement. Et pour moi, c'en était risible, mais là, je m'aperçois que ça marche, son affaire, donc ça m'inquiète énormément. Donc, il est en guerre contre les médias, et on a quand même besoin de vérité au niveau de la gouvernance politique. On a parlé beaucoup du thème de la transparence, donc dans ce colloque. Donc, maintenir la démocratie en action, c'est savoir conserver un esprit critique vivant et les valeurs de pluralité, de diversité des opinions et de pluralité, je dirais, des faits observés. Tout ça, c'est très important en démocratie. Donc, si on réfléchit en termes d'effet politique de cette problématique de l'accusation, ben on pourrait dire que c'est une technique de manipulation politique, en fait. Donc, si vous voulez, on introduit des soi-disant fake news, et puis ça permet de faire une diversion, ça permet de réorienter l'agenda des questions politiques. Donc, et vraiment, Trump en a fait
en a fait un moyen quotidien d'intervention, donc il doit rire dans sa chevelure, puisqu'il n'a pas de barbe, mais parce que finalement, c'est incroyable. Donc à 5 heures le matin, il envoie une série de tweets, et puis finalement, ça fait les manchettes. Toute la journée, les médias vont se mettre à discuter sur le fait qu'il a menti en écrivant ça, mais il est à l'agenda. Donc, c'est assez... Donc, je dis la question essentielle, comprendre comment l'usage des fake news est utilisé dans un contexte politique de guerre de l'information entre des politiciens en autorité et les médias grand public. Donc, qu'est-ce que je... Non, je vais continuer plutôt que... Alors, la question du lien fort avec les médias sociaux, j'ai essayé de l'exprimer en essayant de ramasser mes idées autour de, je dirais, des deux logiques qui sont comme non pas en concurrence, mais qui sont entrelacées finalement. Donc on a la vieille logique de diffusion des médias de masse, et puis on a cette logique de propagation des médias sociaux. Alors, d'un côté, une influence davantage verticale, de l'autre, une viralité davantage horizontale. Donc, évidemment, là, je tourne les coins peut-être un peu ronds pour essayer de synthétiser en une feuille PowerPoint ces questions-là. Mais disons que du côté de... Donc, si vous voulez, la question qui me préoccupait, parce que je me fais souvent poser cette question-là, Florian notamment me l'a souvent posé. Alors, qu'est-ce qui fait... Donc, on est habitué à réfléchir sur les effets, disons, des médias, mais comment est-ce qu'on peut parler des effets quand on est dans les médias sociaux? Donc du côté des médias de masse, je dirais que, parce que longtemps, j'ai refusé de réfléchir en termes d'effets, je préférais réfléchir en termes de réception, de comment est-ce que les publics, finalement, se répondent, dans le fond, à l'information. Mais là, si je mets de l'avant davantage la question de l'influence, je dirais qu'au niveau de l'ensemble des écrits qui ont été faits sur les médias depuis l'après-guerre, finalement, je retiendrai en particulier deux écoles de pensée qui ont, je pense, qui ont fait avancer la thématique de l'influence, de comment les médias nous influencent. Donc il y a la thématique de la mise en agenda médiatique, donc le fameux agenda setting. Alors, dans le fond, c'est l'idée que les médias nous proposent des menus et nous proposent de réfléchir finalement à des thèmes, à des enjeux, à des thématiques. Alors, il y a toute une réflexion qui a été développée, il y a des modèles qui ont été développés qui sont assez intéressants, où effectivement, on voit que les médias proposent, par exemple en campagne électorale, donc les politiques vont proposer aussi, et puis là, il va y avoir finalement un choix qui va se faire, et il y a des modèles assez perfectionnés qui nous amènent même à réfléchir à, finalement, quels éléments des politiques, au sens des policies, là, vont être retenus et vont effectivement se traduire en action éventuellement. Donc je trouve que cette thématique de l'agenda setting nous fait avancer pour comprendre en quoi les médias peuvent nous influencer, parce qu'il y a toute une école de pensée qui dit aussi que les médias n'ont pas d'influence. Mais moi, je suis plutôt du côté de... Il y a quand même une certaine influence des médias. Et la deuxième, c'est en termes de framing, en termes de cadrage médiatique dans la construction de la réalité. Et c'est-à-dire que finalement, les mots qu'on va utiliser, le langage qu'on va utiliser, le choix des acteurs qu'on va mettre de l'avant, etc., ça va faire en sorte que, par exemple, si je prends la télévision, donc le téléspectateur va éventuellement se construire une idée de la réalité
qui va être fonction de ce cadrage médiatique. Et pour prendre mon cas personnel, donc, où je fais souvent la navette Paris-Montréal, donc j'écoute la télévision en France, j'écoute la télévision à Montréal, et puis je m'aperçois que ça me fait me construire une réalité vraiment différente. Vraiment, là, c'est remarquable comment je suis beaucoup plus international quand je suis en France. Il y a beaucoup d'émissions, effectivement, de débats. Donc, donc on va être dans le... Pour reprendre ma catégorie de tout à l'heure, on va être plus dans la controverse, dans le fond. Alors qu'ici, on est davantage... on est vraiment plus local ou plus nord-américain. Enfin, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette question d'un monde télévisé, notamment par les chaînes en continu, fait qu'effectivement, cette construction de la réalité est construite dans une espèce de flux incessant, comme on dit, sans couture d'images et d'événements. Donc, on est dans une logique plutôt unidimensionnelle, plutôt top-down. Du côté des médias sociaux, et là, je pense qu'il y a dans la salle des gens qui connaissent mieux encore que moi les médias sociaux, mais disons qu'on est donc dans une problématique plus de mise en visibilité de thèmes qui sont suggérés par les internautes eux-mêmes, mais aussi par les algorithmes. Et donc, on est dans une espèce je dirais, de dialectique entre les contraintes des algorithmes et puis les propositions des usagers. Et là, il y a énormément de travail à faire. Là, ici, je parle aussi de nouveaux espaces de discussion où il y a un va-et-vient entre le public et le semi-privé. Donc, Dominique Cardon a beaucoup décrit les questions de ce côté-là. Donc, quant au rôle des médias sociaux dans la propagation des fake news, l'exposé de Vitali, comment s'appelait-il? Marcelo, voilà. De Marcelo nous donnait beaucoup d'exemples là-dessus. La problématique du filter bubble, je le traduis, moi j'aime plus parler des bulles informationnelles plutôt que de filtres, de bulles de filtre. Donc, effectivement, on est enfermé dans des bulles informationnelles dans l'univers des médias sociaux. Et je suis assez sensible aussi à ce que j'appellerais une normalité numérique. C'est-à-dire, dans le fond, je pense à des travaux réflexifs de Morozov là-dessus. Tu sais, c'est-à-dire que finalement, c'est comme si on est retracé, on est tracé et retracé à partir d'un certain profil. Et puis, c'est comme si on veut, toujours en prolongement de ces fameuses bulles informationnelles, on est amené à nous conformer au profil qui nous a été assigné, dans le fond, qui nous a été dessiné, mais qui n'est peut-être pas notre profil profond. Et en fait, on a le droit aussi de sortir de notre profil. On a le droit à... Tu sais, donc, c'est comme si... les travaux de Morozov m'avaient beaucoup marqué à l'époque sur, effectivement, cette idée qu'on avait le droit aussi de ne pas être conforme et puis d'être subversif par rapport à un profil qu'on aurait pu nous attacher. Donc, on est dans une situation, pour mentionner le dernier point, dans une situation de concurrence entre les fake news et les informations journalistiques vérifiées. Et il y a même je pense qu'il y a des études qui ont été faites de comptabilité selon les pays, en fait, du point de vue de cette dialectique-là. Donc, c'est quand même troublant de penser, d'accord, c'est quand même troublant de penser on est dans une situation où, effectivement, c'est comme si les opinions et les informations, il y a une recherche qui a été faite tout récemment, qui a été publiée 3 jours sur le site de Pew Research, où effectivement, on a demandé à des gens, OK, cet énoncé-là, est-ce que c'est de l'information ou est-ce que c'est de l'opinion?
Et donc, on a réparti les réponses selon les adhésions à différents partis. En fait, c'est assez fascinant, en fait, donc, comme étude. Et donc, on est dans cette situation-là. Donc, si vous voulez, je formule l'hypothèse, mais après d'autres, dans le fond, il y a notamment Romain Badoir, dans le fond, qui a avancé aussi cette idée. Donc, que la popularité des fake news participerait de la constitution d'un contre-discours qui serait porté par la confiscation de la parole des sans-voix. C'est-à-dire, et à ce propos, j'aimerais, puisqu'il me reste à peu près 8 minutes, je pense que je suis sur ma dernière slide, donc c'est bon. Donc, je voulais ici, vous citer un petit ouvrage qui s'appelle « Bienvenue dans le pire des mondes », qui a été écrit par le comité Orwell et Natasha Polony. Et donc, il cite ici... Alors moi, je trouve que c'est un élément, je dirais, un élément qui serait sous-jacent à la formulation de mon hypothèse. Et en fait, parce que pour moi, c'est très, très troublant de voir ces gens qui votent pour Trump, donc les gens des anciennes classes moyennes, et qui sont maintenant dans la rue, plus ou moins, et qui décident de voter pour Trump. Donc j'ai trouvé ici une explication presque structurelle au sens de la structure sociale. C'est-à-dire que, donc dans ce livre-là, on cite l'ouvrage d'un économiste qui s'appelle Milanovic, Branko Milanovic. Et son ouvrage, publié en 2016, s'appelle « Global Inequality, a New Approach for the Age of Globalization ». Et donc, il réfléchit sur les inégalités, mais à l'échelle globale. Donc, le travail de cette globalisation-là, qu'est-ce qu'elle a fait en termes d'inégalités au niveau de l'ensemble de la planète? Si l'on prend la planète comme un tout, ça se traduit par une forte hausse du revenu pour un grand nombre de travailleurs, principalement situés dans des pays comme la Chine. Donc, les travaux de cet économiste-là montrent qu'entre 1988 et 2008, les revenus nets de cette nouvelle classe moyenne mondiale, composée de centaines de millions de travailleurs, ont fortement progressé de près de 80% en termes réels. Idem pour une super élite, le fameux top 1%. Le 1%, c'est-à-dire les plus riches de la planète, qu'on trouve dans les pays émergents comme dans les pays de l'OCDE. En revanche, deux autres types de populations ont souffert. Il y a évidemment les laissés pour compte de la mondialisation, les très pauvres dans les pays très pauvres. Mais ce qui est inattendu, c'est ce sur quoi j'insiste, c'est que les perdants sont aussi les populations qui disposent d'un revenu qui les plaçait auparavant entre les très riches et cette nouvelle classe moyenne mondiale, c'est-à-dire la population des classes moyennes et populaires des pays de l'OCDE. Comment ne pas voir dans cette paupérisation des classes populaires et moyennes des pays occidentaux l'origine des tensions dans les démocraties occidentales, comme le montre évidemment le Brexit ou le vote pour Trump? Donc, évidemment, je pense que c'est une explication structurelle à cette montée du populisme. Et donc, on dit qu'aux États-Unis, où les travailleurs qui ont vu leur part de revenus passer de 32% en 1979 à 21% aujourd'hui, ont massivement voté pour Donald Trump. Donc, voilà ma longue citation, parce que je trouve ça très intéressant pour, pour essayer enfin, j'amène ici un élément pour nous aider à essayer de saisir comment ça se fait ce phénomène tellement bizarre des gens de cette fameuse base de Trump, et qui est toujours là, même avec toutes
toutes les folies qu'il peut faire, il reste à 40, 42, c'est assez incroyable. Et donc, les fake news, alors j'essaie de répondre à la question comment lutter contre la dissémination des fake news. C'est une thématique qui a été très abordée, notamment ce matin. Donc, évidemment, les fake news, c'est une source de confusion mentale et politique. Et des politiques d'éducation critique aux médias et au monde numérique pourraient nous aider. On l'a vu abondamment cet avant-midi. Donc, évidemment, on pourrait réfléchir. Déjà, ça a été très, très amorcé. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de travail que je pensais qui est fait de ce côté-là. Mais si vous voulez, pour moi, la thématique intéressante, c'est de réfléchir aux compétences qui sont nécessaires pour qu'on exerce une autonomie, finalement, individuelle et collective et qu'on puisse argumenter rationnellement dans le débat public, dans le cadre des différents débats publics. Donc, compétences relationnelles, compétences éditoriales, compétences techniques. Et l'école, la famille, les médias eux-mêmes, les groupes associatifs, les municipalités, l'État, c'est tous des lieux où, effectivement, qui pourraient se sentir responsables, qui devraient finalement même se sentir responsables d'initier des politiques et des stratégies d'éducation critique aux médias. Donc, pour conclure, je dirais que une compréhension profonde du fonctionnement de l'écosystème informationnel et de ses conséquences pour l'esprit humain, là, en termes notamment de cognition, et pour la société, en termes d'économie et de géopolitique. J'entendais un économiste français récemment qui disait « Oui, bien sûr, l'économie, mais en dessous de l'économie, il y a le géopolitique. » En fait, il disait « Si vous pouvez parquer un porte-avions, là, vous négociez. Là, vous négociez les contrats économiques. Enfin, bref, il y a probablement d'autres clés, mais il me semble qu'effectivement, le fait d'essayer de comprendre mieux le fonctionnement de tout cet écosystème informationnel, c'est certainement une clé pour essayer de lutter contre la dissémination des fake news. Voilà, merci beaucoup.